Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Amphithéâtre Écho. 2020 aura été une année tout à fait exceptionnelle avec la crise de la Covid. Comme l'ensemble du monde, notre pays n'aura pas été épargné par ses effets sur le plan sanitaire, mais aussi sur nos modes de vie et sur notre quotidien. Dès le premier confinement et afin de limiter les impacts économiques et sociaux, l'État français a répondu présent avec des mesures fortes comme la généralisation du chômage partiel, la prise en charge des arrêts de travail, des gardes d'enfants, des aides aux entreprises sous différentes formes. Mais ce « quoi qu'il en coûte » annoncé par Emmanuel Macron aura forcément un coût au final, avec des effets importants sur les équilibres de notre pays. Nos adhérents Amphithéâtre se posent évidemment beaucoup de questions sur la situation actuelle et nos capacités de rebond. Dans quel état se trouve la France pour arriver dans le monde de l'après-Covid ? Quels seront les défis et enjeux pour cette année 2021 qui sera sans nul doute assez particulière elle aussi. Et pour répondre à ces questions, j'ai le grand plaisir de recevoir sur le plateau André Renaudin, directeur général de AG2R La Mondiale. Bonjour André Renaudin. Bonjour Emmanuel. Ça va ? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et à ma gauche, Jérôme Jaffré qui dirige le CECOP. Bonjour Jérôme. Bonjour. Le CECOP qui est, comme chacun sait... Vous avez raison, personne ne le sait. Le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, c'est dire que ça me donne le plaisir de travailler souvent avec le Cercle de l'épargne et Amphithéâtre sur des questions d'attitude des Français sur l'épargne et la retraite. On aura l'occasion d'en reparler. Ma première question, elle est pour vous, André Renaudin. Notre système social a une nouvelle fois résisté et a permis d'amortir un choc jugé encore plus violent que la crise financière de 2008. Mais ce système était déjà en équilibre très fragile. On cite souvent les déficits de la sécurité sociale, des régimes de retraite. Alors que la sécurité sociale vient de fêter son 75e anniversaire, et c'était en octobre 2020, dans quel état se trouve à présent notre système social français sur chacun de ces grands piliers que sont la maladie, la retraite et les arrêts de travail ? Eh bien Emmanuel, ma réponse sera en deux temps, comme votre question. Globalement, notre système de sécurité sociale, dans toutes les branches que vous avez évoquées, a rempli sa mission. C'est vraiment un amortisseur social absolument exceptionnel. Et je ne l'illustrerai que par deux chiffres. Il est vraisemblable que le PIB de notre pays baisse de 10% cette année. En chiffres ronds, c'est ce qu'on peut retenir. Eh bien, les revenus des Français n'auront baissé que de quelques pourcents à peine. Voilà, c'est dire l'importance de cette protection globale qui est donnée à l'ensemble de nos concitoyens. Maintenant, quand je prends branche par branche, comme vous les avez évoquées, effectivement, la question de l'équilibre financier peut être assez souciant. Ceci dit, cela fait des années que nous courons après l'équilibre de la sécurité sociale branche maladie. Vous vous souvenez du slogan « Touche pas à ma sécu, il faut sauver la sécu ». Et son déficit sera probablement d'une 50aine de milliards d'euros cette année. S'agissant des retraites, nous le savons, les grands régimes auront puisé dans leurs réserves probablement 10 milliards d'euros cette année. Voilà, le résultat de tout ceci est un transfert massif vers les générations futures dans la fameuse caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, qui se voit chargée ou rechargée de 136 milliards d'euros. Voilà. Donc globalement, oui. Globalement, oui. La sécurité sociale est une vieille dame de 75 ans qui est toujours bien active, fidèle au rendez-vous, si je puis dire. Mais globalement, nous sommes face à des déséquilibres financiers qu'il faudra bien traiter un jour ou l'autre. Mais c'est une question de politique globale dans notre pays. La sécurité sociale et l'État se seront beaucoup plus endettés cette année que tout ce qu'on pouvait imaginer. Jérôme Jaffré, un mot sur l'état d'esprit des Français. Bien, dans la lignée de ce que vient de dire André Renaudin, il faut bien mesurer que c'est une crise exceptionnellement grave que le pays connaît depuis maintenant 10 mois. C'est un choc. C'est un choc parce que les Français ne s'attendaient pas à cela, évidemment, et 2 confinements qui au total représentent plus de 3 mois d'arrêt d'activité pour beaucoup de personnes. C'est un bouleversement dans la vie des gens. Bouleversement par exemple des salariés avec le télétravail, bouleversement des étudiants, bouleversement des parents qui se retrouvent avec des enfants à la maison et en même temps devoir télétravailler, c'est évidemment redoutable. Le sentiment que c'est une crise sans fin, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas encore dire quand réellement la crise du Covid sera derrière nous. Vous parliez de 2021, Emmanuel, mais le premier semestre est peut-être obéré déjà par la continuation de cette crise. Et du coup, il y a l'incertitude sur les conséquences. Est-ce qu'à un moment faudra-t-il payer et comment payer l'ensemble de ces crises? Et c'est là évidemment où l'analyse d'André Renaudin nous est précieuse.
Alors justement, André Renaudin, comment les assureurs ont-ils suppléé au système social par leurs actions et comment ça s'est traduit chez AG2R La Mondiale ? Alors, me permet de reprendre le mot suppléer. Je veux dire, nous sommes vraiment en complément de la sécurité sociale. Hein. Si on prend la branche maladie, elle représente à peu près 78% des dépenses de santé. Et l'assurance en fait une dizaine, une douzaine. Hein, voilà, donc on est vraiment complémentaires. Eh bien, la première réponse, c'est tout simplement en faisant son travail. Hein. Je veux dire, toutes les entreprises d'assurance de ce pays ont vu leurs salariés fidèles au poste. Il n'y a jamais eu d'interruption de service à aucun moment, quelle que soit la prestation, que ce soit de maladie, de prévoyance, de retraite supplémentaire, etc. Nous n'intervenons pas sur la branche famille et très peu sur le chômage partiel, en fait. Voilà. Alors, au-delà de ces considérants, hein, de nous avons fait notre métier, effectivement, un certain nombre de mesures complémentaires ont été prises. Alors, à la demande des pouvoirs publics, hein, l'assurance a contribué au fonds de solidarité public, hein, par 2 versements volontaire imposé, je vais dire, de 200 millions d'euros, ce qui n'est déjà pas si mal, 400 millions de contributions. Nous avons été l'objet d'une taxe sur les contrats complémentaires d'assurance maladie à hauteur d'1 milliard d'euros cette année et probablement 500 millions d'euros encore l'an prochain. Donc ce sont déjà des mesures additionnelles, hein, au respect de nos contrats. S'agissant de nos contrats d'assurance, nous avons là aussi suivi tout simplement les mesures des régimes de base. La première qui était arrivée, c'était la prise en charge de l'arrêt de travail pour garde d'enfants. Voilà, où nous avons effectivement, avec les branches professionnelles, négocié des mesures particulières. Nous avons maintenu les garanties à taux plein, je veux dire pour les salariés en chômage partiel. Voilà, ça c'est le deuxième point. Nous avons accompagné toutes les mesures pour les personnes vulnérables qui pouvaient s'auto-déclarer en arrêt maladie, et y compris leurs aidants. Nous avons aidé les créateurs, notamment travailleurs non salariés. Et bien sûr, l'action sociale d'AG2R La Mondiale, comme de tous les assureurs, a joué à plein. Alors pour AG2R La Mondiale, l'effet est le suivant. Assez significatif en prévoyance santé à cause de la taxe que j'évoquais. Ça va vraisemblablement mettre notre résultat à 0. Voilà, tout simplement, pour la prévoyance santé. Et du côté du périmètre La Mondiale, eh bien, là, nous sommes plutôt en non-encaissement de dividendes, en non-encaissement de loyers, en non-encaissement de cotisations diverses, comme pour les régimes de prévoyance et de retraite. Et cela va peser probablement pour 100 millions d'euros de ce côté-là. Donc, vous voyez, 50 millions d'euros pour plus 100 millions d'euros, vu d'aujourd'hui, c'est assez significatif. Mais je rappelle que notre résultat l'an dernier, le résultat de l'ASGAM était de 350 millions d'euros. Voilà, donc il faut faire la part des choses. Nous sommes frappés comme l'ensemble du pays. On va rester dans les chiffres qui sont régulièrement sortis dans la presse avec la crise. Les Français n'ont jamais autant épargné avec 100 milliards d'euros sur les comptes et les livrets. Je me tourne vers vous, Jérôme. Qui sont ces Français qui ont épargné et pourquoi est-ce qu'ils ont mis tant d'argent de côté? Est-ce que c'est par peur de la maladie, par crainte de la perte de revenus, du chômage ? Il y a une épargne de circonstances, hein, bien sûr, c'est-à-dire d'abord que les habitudes d'achat des Français ont été perturbées à partir du moment où une partie importante des commerces se trouve fermée pendant 3 mois de l'année. Vous n'êtes pas dans la même situation de dépenses. Il y a 22% des Français dans l'enquête que nous avons faite pour le Cercle de l'épargne et Amphithéa. Elle a été faite en septembre, hein, avant le 2e confinement, mais qui nous déclarait à ce moment-là avoir épargné plus que d'habitude. Ça n'est pas seulement les revenus les plus élevés, hein. Cette épargne supplémentaire, elle se fait aussi chez des revenus plus modestes et pas mal chez les jeunes aussi, parce qu'il y a plusieurs jeunesses. Et il y a une jeunesse qui avait l'habitude de sortir, de dépenser, puis qui s'est trouvée empêchée de pouvoir le faire. Et donc, je dirais presque que c'est des épargnants forcés, ceux-là. Ce qui est très intéressant, c'est les solidarités telles qu'elles ont joué et qu'André Renaudin nous rappelait il y a un instant. C'est-à-dire, vous me citez la peur de la maladie, la peur de perdre son emploi. Dans la question que nous avons posée sur les raisons de l'épargne, ça vient en dernier des explications de l'épargne. Tout simplement parce que notre système social, notre système de santé pratique une telle solidarité que vous n'avez pas le souci de l'épargne par rapport au fait que votre santé, elle sera prise en charge et l'emploi. Alors beaucoup s'étaient protégés dans leur emploi tout de même, mais en plus, le système d'assurance chômage a été étendu et prolongé. Donc, c'est ça qui est remarquable dans la société française, c'est que maladie et chômage ne sont pas les inquiétudes les plus fortes, même dans une crise comme celle du Covid. Et il y a beaucoup de Français qui ont désépargné? Alors,
Vous avez raison, hein, on s'intéresse à ceux qui ont épargné davantage, mais il y a une partie non négligeable, 20% des Français, qui nous disent dans l'enquête de septembre qu'ils ont moins épargné que d'habitude. C'est la France touchée par la crise, hein. Et parfois très violemment, on le voit, le recours aux banques alimentaires a explosé, un certain nombre de jeunes qui vivaient de petits boulots, par exemple, ne peuvent plus le faire. Donc il y a des gens qui sont profondément frappés, et même quand vous touchez 84% de votre salaire net quand vous êtes au chômage partiel, quand vous avez beaucoup de mal à tenir votre budget mensuel, 16% de perte, ça n'est pas rien. Et puis il y a les petits commerçants et artisans. Et dans notre enquête, c'est très intéressant, beaucoup d'entre eux ont dû désépargner, beaucoup d'entre eux sont des victimes de la crise. Je me tourne vers André Renaudin. Un acteur de premier plan comme AG2R La Mondiale est nécessairement concerné, évidemment fortement impliqué parce que nous vivons depuis un an. On a commencé à en parler, mais les effets de cette pandémie sur les équilibres financiers d'AG2R La Mondiale, est-ce que ça vous inquiète et quel est le coût pour l'assureur de personnes que vous êtes ? Oui, c'est nécessairement un souci, bien sûr, pour le directeur général d'AG2R La Mondiale et toute l'équipe de direction générale. Alors, il faut se dire une chose, c'est que cette situation de pandémie se superpose à une situation de taux d'intérêt négatif depuis plusieurs années. Hein. Nous sommes passés sous le zéro en 2016. Nous avons été continuellement en taux négatif toute l'année, peut-être à l'exception des quelques jours d'entrée en confinement qui ont provoqué une petite crise, effectivement, des marchés financiers. Mais c'est vrai que la superposition et des effets de la pandémie sur la population en général, Jérôme vient de l'expliquer, et sur les comptes de l'assurance en particulier, sociale et complémentaire, est importante, mais ceci dans un contexte de taux négatifs particulièrement souciant. Vous savez qu'en assurance, nous devons avoir une marge de solvabilité suffisante, et plus on fait des projections avec des taux très très bas et maintenant négatifs, plus le besoin de marge automatiquement augmente. Donc avoir à la fois des résultats qui diminuent et un besoin de marge qui augmente est un effet ciseaux effectivement souciant. Voilà pour cette année. Nous visons bien que 2021 nous permette de rétablir les équilibres, et je veux dire le résultat est piloté et les conseils d'administration sont vraiment à la manœuvre pour à la fois privilégier l'exécution de nos contrats, c'est quand même l'essentiel, hein, c'est notre raison d'être de répondre remplir nos garanties, et puis de piloter à long terme l'entreprise. Hein, voilà, ça c'est l'équation en ce moment, effectivement, plus difficile qu'auparavant. C'est un lien permanent avec nos assurés. Ici à Amphithéâtre, nous serons bien sûr en dialogue avec l'association souscriptrice pour piloter au mieux ce court terme, ce long terme. Cette crise, elle change forcément la vision et l'organisation d'une entreprise, d'ailleurs, quelle que soit sa taille. En quoi votre groupe a-t-il changé et va-t-il encore évoluer, certainement dans les prochaines années ? Oui, c'est indéniable. Le groupe a changé et va changer pour une raison simple. Nous avons beaucoup utilisé le mot de crise, mais la crise, c'est comme la crise cardiaque. Jérôme parlait d'une crise sans fin. Je veux dire, on n'est pas en crise cardiaque sans fin, on est ensuite dans les effets de la crise, et ceux-là seront durables. Je veux dire, on ne peut pas s'être arrêté pendant 3 mois d'équivalent travail dans un pays, et avec une organisation du travail tellement bouleversée sur longue période, pour qu'on puisse imaginer un retour à la normale. Déjà, le mot normal mériterait beaucoup de développement. Non, nous avons pris l'habitude du télétravail. Nous avions un bon accord télétravail qui était suivi par près de 1500 collaborateurs. À n'en pas douter, beaucoup plus demanderont à se connecter. Alors, ça a une conséquence, c'est que l'organisation managériale de ces équipes, je dirais, est tout à fait différente à distance et en présentiel. En présentiel, vous voyez immédiatement qui est là, qui est absent. Je veux dire, la chaise est vide, on peut s'inquiéter, soit de l'état de santé du collaborateur, savoir s'il est en congé, on le voit d'un seul coup. Je veux dire, quand tout le monde est chez soi, je veux dire, il faut un pilotage de qui fait quoi, qui est là, qui est présent et comment se répartit le travail. Je pense que c'est irréversible. Des habitudes nouvelles de travail sont prises dans notre métier tout particulièrement. L'assurance, c'est un métier de main-d'œuvre, c'est beaucoup de la valeur ajoutée humaine, tout simplement. Donc ça, c'est le point. Le deuxième point que je voudrais souligner en termes de garantie, cela fait longtemps évidemment qu'on s'y prépare, c'est que ce qui vaut pour nos collaborateurs vaut pour nos assurés. Je veux dire, ils vont prendre l'habitude de communiquer à distance. Voilà, donc le digital, le fameux digital, va nécessiter des développements
à la hauteur des demandes nouvelles de nos assurés. Là aussi, le train roulait depuis longtemps, voilà, il s'accélère et il faudra qu'on réponde à la demande. Et le dernier point, c'est qu'à côté des garanties d'assurance, des garanties monétaires proprement dites, nos assurés demanderont de plus en plus de services. Voilà, on ne peut pas simplement dire voilà votre prestation et puis à vous de vous débrouiller. Non, nos assurés demanderont pour le grand âge, pour la retraite, pour l'arrêt de travail, la maladie, la prévoyance, un grand nombre de services qu'il faudra bien que nous leur donnions. Et on s'y emploie évidemment. Jérôme, avec cette cagnotte Covid dont nous parlions tout à l'heure, les Français ont devant eux une épargne de précaution importante. Alors selon vous, comment pensent-ils l'utiliser? Est-ce qu'ils vont finalement décider de consommer ou bien alors ils vont se réorienter vers des placements à plus long terme? Comment vous voyez les choses, Jérôme? Écoutez, d'abord je les vois à travers l'enquête que nous avons réalisée pour le Cercle de l'épargne et Amphithéa. Et donc c'est les réponses des Français. Elles ont été enregistrées en septembre. La date est importante. Avant le deuxième confinement, à un moment où on n'imaginait pas qu'on allait reconfiner les Français, et avant qu'on prenne conscience que la crise, j'ose employer ce terme, bien que André Renaudin l'ait déconstruit totalement en montrant que la crise ne peut pas être permanente, sinon ça n'est plus une crise. Mais en tout cas, le choc du Covid, il est là pour encore plusieurs mois. Du coup, nous sommes dans une situation où nous avons un peu une épargne de précaution et mobilisable à tout moment, qui reste un facteur fondamental pour les Français. C'est-à-dire, en cas de coup dur, en cas de problème, l'hypothèse d'impôt plus important qui trotte dans la tête des gens, bien que le ministre et le gouvernement, le ministre de l'économie et le gouvernement insistent beaucoup pour dire, vous savez, on ne va pas augmenter les impôts. Mais enfin, c'est un discours que les Français ont toujours accueilli avec beaucoup de prudence. Il faut bien dire que quand un gouvernement dit qu'il n'augmentera pas les impôts, nous avons donc une situation où cette épargne éponge va continuer. Et par ailleurs, le retour à la consommation, je dirais qu'il en est de même de ce que vient de dire André Renaudin sur la vie au travail. Est-ce qu'on va revenir sur le modèle de consommation le plus classique? Ou est-ce que là aussi, d'autres habitudes seront prises? Pas seulement le fameux commerce en ligne, le digital, mais aussi les modes de consommation peuvent évoluer. Et puis, ceux qui ont commencé à épargner, une partie va continuer. La constitution de l'épargne appelle la continuation de l'épargne et une épargne de long terme à ce moment-là. Nous avons une petite fraction de Français qui va évoluer vers l'épargne de long terme. Et vous pensez que la période que nous vivons peut changer en profondeur les attitudes, voire les attentes des Français? Alors, c'est difficile de le prévoir, bien sûr, mais je rejoins André Renaudin. Il y a un effet profond. On dit un peu maintenant la génération Covid. Vous savez, l'effet de génération, c'est rare. Hein. Vous avez la génération qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, mai 68, la chute du mur de Berlin, le 11 septembre. Eh bien, il y a le Covid maintenant. C'est-à-dire qu'à peu près tous les 20 ans, il y a un événement majeur qui structure les gens et qui font que vous avez un rapport à la vie, à la santé, au travail, à l'organisation familiale qui ne peut plus être tout à fait le même. Donc nous aurons des changements dans les comportements individuels, et André Renaudin citait la vie d'entreprise, la vie universitaire aussi, le distanciel, comme on dit dans un mot affreux, le distanciel se développera aussi, ce qui veut dire d'ailleurs une logique d'occupation de bureaux qui ne sera plus la même, d'occupation de locaux universitaires qui va changer. La vie collective ne peut pas non plus être tout à fait la même. La question de la souveraineté est une question qui se repose. Que la France ait manqué de masques, ait manqué de certains types de médicaments, ça nous interroge. Il faut une souveraineté qui fasse que sur des besoins essentiels, le pays s'organise en conséquence. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a un besoin d'adaptation, un besoin d'innovation et enfin un besoin de solidarité. Le pays ne s'en sortira pas sans une solidarité plus forte. Il y a une partie de la France qui peut décrocher, une partie des Français qui peuvent décrocher. Est-ce que nous, collectivement, nous ferons l'effort d'unir davantage le pays? Je crois que c'est une des questions majeures de 2021 dont vous parliez il y a un instant, Emmanuel, et aussi de 2022 où je crois qu'il y aura peut-être une élection. Alors ma dernière question, elle sera pour vous, André Renaudin. On vient de le voir, le besoin de protection se trouve aujourd'hui renforcé dans l'esprit de nos concitoyens. Il y a évidemment des enseignements à tirer pour vous, assureurs, en termes de nouvelles solutions, vous avez commencé à en parler, de nouveaux produits ou de services. Et puis on pense aussi au grand âge, avec ce que nous avons pu voir pendant cette période au niveau des EHPAD, avec le lancement aussi de la 5e branche de la sécurité sociale. Quelle est votre position, André, sur le sujet chez AG2R La Mondiale ?
Alors le premier point d'appréciation, c'est que le besoin de protection sociale ou le désir de protection sociale aura été croissant tout au XXe siècle et va se poursuivre assez naturellement. Jérôme a rappelé la Deuxième Guerre mondiale. Au fond, mes grands-parents ont payé les conséquences de la première, mes parents les reconstructions aux destructions de la seconde. Nous sommes heureusement dans un monde en paix et donc nous avons des moyens, des ressources, je veux dire, pour notre bien-être, pour le bien vivre, le bien vieillir, etc. C'est la tendance lourde. Cette tendance lourde est accentuée par l'allongement de la durée de la vie humaine. Au fond, le risque vieillesse du début du XXe siècle est désormais celui du grand âge, de la perte d'autonomie liée au grand âge. C'est un décalage significatif d'une vingtaine d'années. Je veux dire, au début du XXe siècle, je veux dire, c'était 60 ans le grand âge. Aujourd'hui, c'est 80 ans. Je parle évidemment statistiquement parlant, mais on le voit bien dans les caisses de retraite et dans cette récente décision du Parlement de créer la 5e branche de sécurité sociale dédiée à la perte d'autonomie. Voilà, c'est un des défis de la France en général, parce qu'il faut bien savoir qui prend en charge ces nouveaux besoins de protection et de prise en charge. Il y a un effort logistique très très important. Jérôme Jaffray vient de parler de l'absence de masques, de questions de médicaments. Je vous dis ma conviction que nous n'avons pas suffisamment de personnel prêts à prendre en charge le choc démographique à partir de 2025, tous ceux qui auront 80 ans après 1945. Voilà, c'est un choc démographique exceptionnel. Il faudra que ce soit pour l'aide à domicile ou la prise en charge dans des établissements spécialisés comme les EHPAD et avec tous les établissements, toutes les situations intermédiaires. C'est un effort de la nation tout à fait significatif. Bien sûr, l'assurance doit y répondre. L'assurance a toute sa place. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas dans la prise en charge du grand âge la même place que dans la retraite supplémentaire ou la santé. Voilà, donc je vous dis à la fois que la protection sociale est un métier d'avenir. Voilà, je le dis à mes collaborateurs, je le dis à qui veut l'entendre, c'est tout à fait heureux pour nos métiers. Et bien à nous de répondre à ces défis avec imagination, avec constance et en lien évidemment avec dans le dialogue avec nos assurés, parce que notre raison d'être, c'est bien de répondre à leurs besoins. Voilà les quelques mots d'espoir quand même que je donne pour mon métier et les collègues et tout AG2R La Mondiale. Merci infiniment, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jérôme Jaffray, merci André Renaudin. Retrouvez-nous sur notre site amphithéa.com pour revoir cette émission ou avoir accès à nos informations. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour un tout nouveau numéro d'Amphithéa Echo très bientôt. Merci, au revoir.